Les Instigateurs, podcast numéro 55. Aujourd'hui, on vous parle de l'importance de la vision. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, my good man? Not much. Comment ça va, toi? Ça va bien, man. Comment est-ce que ton coffee problem? Parle-moi de ton coffee problem. Je sais que tu as des coffee problems. Ouais, j'ai changé. Je voulais faire différent. J'ai changé de type de grain de café et autant que ça fait, de faire quoi, 15-20 ans que je bois du café maintenant. Puis, j'ai jamais vraiment réagi que là, genre, juste changer un type de grain de café fait que mon corps perd tous ses repères, puis que à minuit, je dors pas encore, j'ai des palpitations. Fait que soit que c'est ça l'âge d'or qui commence, là, puis comme c'est l'équivalent de « Ouais, je commence à avoir de la misère à digérer des éléments. » Mais non, c'est... I don't know what the fuck's happening, puis j'aime pas ça. Ouais, tu devrais aller checker ta malle. T'as vraiment reçu ta carte de l'âge d'or, là. Ah, sûrement, man. Pour vrai, je suis rendu beige, là, mais I'm not even fighting it. Genre, je suis bien à l'aise avec ça, mais être beige dans ma routine de vie, c'est correct. Être beige dans, genre, mon métabolisme et c'est ça, tout ce qui est gestion de mon corps, que finalement, genre, j'ai pas de contrôle puis je l'apprends juste après, là. Ça, je trouve ça plus tannant un peu, là. J'aimerais ça avoir une routine de gars très beige dans un corps encore de genre 28 ans, là. Tu veux-tu que je peux te plugger si tu veux pour une inscription au Chevalier de Colomb, là? Je connais du monde. Ah non, hey, man, j'ai tellement passé de soir au Chevalier de Colomb là, dans mes jeunes années là, que ouais, je dis ça en même temps, looking back, sûrement que tous mes contacts au Chevalier de Colomb maintenant sont décédés. Mais non, ça va être correct. Le modèle d'affaires des Chevaliers de Colomb, c'est pas vraiment réinventé. Comment tu dis ça? J'aime ça que tu avais un réseau de contacts au Chevalier de Colomb. Ah, pour vrai, genre, dans le temps qu'on organisait des shows, c'était les places les moins chères, les plus faciles. Quand tu voulais faire du All Ages, là, qui était pas justement comme avec des restrictions d'âge, c'était le genre de venue qui coûtait pas cher, qui était facile, que tu faisais genre, t'avais carte blanche. C'est comme, voici, tu loues une boîte, puis t'as un petit monsieur qui est en arrière à jouer aux cartes, ben chill tout le long de la soirée, puis qui fait « Ah, sont drôles, les jeunes! » Fait que c'était... Ouais. Les shows de lutte locales sont souvent dans des centres de Chevalier de Colomb. Armory, ben, à Québec, moins. À Québec, on a des très belles salles, mais oui, quand tu sors un petit peu en région, en effet, c'est très souvent dans le classique, les sous-sols d'église, là, mais sous-sol d'église, moi, je n'ai jamais vraiment vécu. Mais oui, c'est Chevalier Colomb, définitivement. Qu'est-ce qui est ton café, by the way? Qu'est-ce qui est ton go-to coffee? Du Yergachev, d'habitude, pas mal. Là, c'est comme un nouveau blend éthiopien. Je sais pas trop... Quelle compagnie qui fait ça? Ah, nous autres, c'est dans le fond une subscription qu'on a avec Café Dépôt. Donc, à tous les mois, dans le fond, ils nous renvoient une boîte avec c'est le sac brandé, fait que je pourrais pas te dire, eux, ils sourcent de qui, là. Mais d'habitude, Café, il y en a deux, dans le fond, il y a ça. Puis sinon, j'en ai déjà parlé un petit peu de mon chum Frank, le préparateur physique. Frank est un passionné de café, puis il y a Strong Coffee, S-T-R-N-G, donc il n'y a pas le O. Puis c'est soit des petites batches privées, importations privées de café qui est vraiment très, très bon. Le Raven est vraiment bon. Sinon, le Private Reserve, quand vous êtes capable, il n'y en a vraiment pas tout le temps, là, mais quand vous êtes capable d'en avoir, c'est de la bombe. Nice. C'est Strength, tu es comme haut en caféine, genre, c'est pour ça qu'il l'appelle. Ouais. Il essaye de... Ben, pas il essaye, là, tu sais, comme... Je sais pas si c'est que du marketing, là, mais il pousse comme du café de performance, là, fait que... il faut nicher. Tu sais, ça, Frank, je veux dire, Frank, il est très... Frank, il est straight edge, fait qu'il est le moins de suppléments inutiles, du moins, genre...
c'est tout ce qui est ton ancien business vers Optimizer, genre, je suis pas mal sûr qu'il se tient loin de tout ça. Genre, lui, tu vas prendre, à la limite, genre, de la whey, mais sinon, son café, sa compagnie de café, c'est juste parce que, d'après moi, je sais pas si c'est vrai, moi, c'est ma lecture de la situation, ça ne tente pas pour payer du pré-workout, fait qu'il était comme, j'aime le café, moi, à partir de quoi, mon pré-workout va être gratis pour toute ma vie, là. Ouais, mais après, c'est un Bioptimizer, c'est autre chose, là. Tu tombes dans la digestion, c'est un autre animal, là. Tu tombes, la performance digestive, là, actually, comme, c'est drôle que tu dis ça, man, parce que, bon, pareil, j'arrive à un âge où, je peux pas croire qu'on va parler de digestion, là, mais, tu sais, j'arrive que j'aurais pu digérer, dans ma vingtaine, man, j'aurais pu digérer une roche, là, sans problème, là, OK? Puis, absorber tous les nutriments de cette roche-là, là. J'aurais été bon en minéraux, je sais pas combien de temps. Mais, j'ai de la difficulté à cette heure, à comme quand j'ai un meal qui est un petit peu off ou whatever, là, ça affecte comme actually comme mon niveau d'énergie, mon sommeil, tout là, comme c'est ouais, je le vois à cette heure là, c'est Mais je commence à me dire qu'il va falloir que je m'éduque sur tout ce qui est justement la digestion parce que je suis 100% conscient que ça a un impact majeur sur notre capacité à juste accomplir des choses puis la qualité de vie en général. Mais j'ai une très mauvaise relation, je vais dire, avec la bouffe. Moi, je suis un binge eater. J'ai fait des concours de bouffe pendant longtemps. Moi, genre, à la job, c'est un running gag. Moi, le sentiment de filer comme de la marde après un repas, je cherche ça. Ouais, mais à cette heure, je bête que t'as besoin de moins manger pour filer comme de la marde. Non. Ben, peut-être un peu, mais je pousse plus. Hein. Genre, c'est ça, je me suis pas adapté à ça. Fait que, tu sais, les gars à job pourraient, genre, je pourrais quitter, ils pourraient te dire exactement toutes les étapes qui se passent physiquement quand je mange mon dîner, de genre, mon regard qui commence à être vide, moi qui commence à un peu suer, moi qui m'écrase un peu. Il y a comme un espèce de long processus d'escalade qui va arriver jusqu'à temps que là, okay, je vois double, puis genre, je vois le son, quasiment je suis plein, là. Fait que, mais je sais qu'il faut que j'arrête ça, mais je suis pas capable. J'aime tellement ça, ce sentiment-là. Fait que, mais je sais qu'en même temps, ça scrape ma digestion, pas possible. Puis, tu sais, des légumes, j'aime pas ça. Moi, tu parles d'un gars qui met genre de la mayonnaise dans ses pâtes aux tomates parce qu'il trouve que c'est trop sec, genre. Fait que... Oh man, ouais, mais c'est un problème qui arrive comme, honnêtement, là, moi j'étais comme, pareil, tu sais, sommeil puis digestion, je voulais rien savoir, c'était comme pas de problème avec ça. Puis là, cette année, ça m'a fessé, man. Puis je vois que les deux sont reliés, là, donc je suis en train de faire de la recherche là-dessus un petit peu plus avancée, là, surtout au niveau sommeil, là. Puis après, c'est de changer certaines habitudes, là. Parlant d'habitude, en parlant de café, j'upgrade mon café à cette heure tous les automnes, j'ai un rituel weird où comme à chaque fois qu'il y a la première gelée, je me sors, je vais à la commission ici au NB Liquor ici, puis j'achète une bouteille de Cabot Trail qui est de la crème, de la liqueur d'érable. Puis ça devient mon best chum pendant l'automne. Fait que je me tape tous les matins un petit peu de Cabot Trail dans mon café, puis c'est glorieux mon chum. Non, j'en prends pas autant que ça, là, mais c'est juste comme le rituel de OK, tu sais, l'automne est arrivé, la bouteille de Cabot Trail est sur le comptoir, puis c'est ça. C'est le petit spike compensatoire qui fait que l'automne, t'es plus down, fait que tu te mets un petit peu plus de bonheur que ce que tu devrais dans ton café pour compenser. Ouais, ah man, mais j'aime l'automne, j'aime le mellow de l'automne. Là, j'avoue, là, je suis comme trop busy cet automne pour ce que je devrais être normalement. J'aime ça être comme plus relax pendant l'automne, puis comme, I don't know, j'aime la saison. J'ai eu cette réflexion-là. Je pense que, tranquillement pas vite, ça devient ma saison préférée. Genre, je suis encore dans mon pattern de... Genre, je pense qu'en fin de semaine, c'est ma dernière fin de semaine de feuilles. Mais, pour vrai, genre, c'est ce qui me fait le plus de bien dans l'année. Juste gérer mes calvaires de feuilles. Tu sais, laisse faire les vacances d'été, peu importe. Comme, gars, passer mon samedi dimanche à juste racler, faire 6 voyages à dompe par journée, juste le handiwork, genre, que comme t'as pas besoin de cellulaire parce que t'as les mains dégueulasses anyway, puis juste c'est une vraie déconnexion. Non, ça feel good. Puis le fait de genre, je sais pas, je suis très sensible au froid et à la chaleur, je veux dire comme ça. En fait, je me gère juste pas quand j'ai chaud ou j'ai frais. Mais l'automne, c'est comme le sweet spot où c'est frais dehors, mais tu mets une petite couche de plus. Ouais. Fait que t'es facile à tempérer sur le sens du monde, genre. Fait que non. Ouais. Gotta love it. T'es-tu de même, toi, comme quand t'as trop chaud, genre, comme, oublie ça,
non Moi, opérationnel. je suis un sweat monster. Genre, c'est ridicule. Fait que moi, normalement, qu'il fait chaud, je deviens inconfortable parce que Chris, que genre, justement, je sue puis j'ai pas de fun. Puis à l'inverse, ce serait à voir, mais je pense que je suis genre, peut-être proche de, comment ça s'appelle, la maladie de Reine, je pense que ça s'appelle, ou peu importe, le sang qui se rend pas dans tes extrémités, genre. Ah ouais, Fait ok, que je suis ouais. hyper, comme je dis, le froid, je me gère pas. Je me suis déjà gelé les mains, fait que j'ai déjà comme de l'arthrose un peu. Fait que le fret engage encore plus avec ça. Fait que non, comme je te dis, dans le meilleur des mondes, moi, il ferait tout le temps, genre à peu près comme entre 8 et 16, puis le reste, je suis de plus en plus misérable, peu importe quel bord tu prends. Ah, je sais, man. Moi, c'est pareil. 20 degrés, c'est mon top, là. Tu sais, je veux dire. J'ai grandi dans une place où ça dépasse rarement 20 degrés, là, tu sais. Fait que j'arrive là, puis c'est comme, aussitôt que c'est plus que ça, là, c'est comme, je peux pas, là. J'ai de la difficulté à même à respirer, comme à 30 degrés, là. J'ai un fog dans la tête. J'ai de la À difficulté 30 degrés, tu peux pas réfléchir. Moi, dans ma Non, tête, là, pas, là. tu peux rien faire dehors parce qu'il fait trop chaud, tu peux pas réfléchir, t'es juste, je vais aller en dedans puis attendre ce soir. Ah, man. Puis l'ici, je suis comme, c'est bizarre, là. Je suis vraiment pas fait pour la chaleur, là. Je pense qu'on Oh, va well. rebrander cet épisode-là vraiment Two Old Farts, Yelling at Clouds, puis that's it. Two old farts talking about digestion and leaves. Désolé pour l'aparté qui a duré 11 minutes, mais c'est notre record de perte de temps. Ouais, mais c'est important de tenir nos auditeurs informés sur l'état de notre digestion puis l'état de notre âge avancé, même Ouais, si on est pas dans un âge avancé. La journée qu'il n'y a plus de podcast, puis c'est pas annoncé nulle part, vous savez qu'on est juste décédé parce que le corps a abandonné. Fait que... c'est vraiment la déchéance avancée, tu sais, la vieillissement prématuré. Calisse. Oh, man. Ah. Comment tu dis ça d'habitude? Ça nous rend lovable, les gens aiment ça, anyway. Fait que... Ouais, c'est ça, pas mal. Ah, on va parler de vision, man. Oui, on va parler de vision parce que, honnêtement, c'est comme, je ne mentirais pas, après un an, trouver des sujets, moi, je trouve ça un petit peu plus difficile, ou du moins, il faut aller plus précis de plus en plus. Ouais. Fait que pour m'inspirer, ben, comme d'habitude, je regarde quelles sont les erreurs que fait ma femme, puis ça me donne des idées. Puis on a eu cette discussion-là, c'est quoi, c'est hier ou avant-hier, justement, de son problème de vision, parce que sa business, je trouve, est un beau cas type. Elle commence à plafonner dans, tu sais, je dirais, pour vrai, comme Marie est hyper travaillante, puis là, elle manque de temps, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de son expertise technique, je vais le dire comme ça. Puis là, elle voit pas comme la suite où elle est capable de créer des produits, mais dans sa tête, pour l'instant, c'est comme, je suis dans le jeu à juste créer des produits, je suis comme moi, mais créer des produits, c'est pas ça qui fait scaler ta business. Tu peux scaler une business avec juste un produit, puis on se rend compte qu'elle a énormément de misère à avoir une vision à long terme. Un très petit sprint par petit sprint, projet par projet, puis c'est quelque chose que je vois quand même aussi régulièrement avec les gens, tu sais. Puis toi aussi, quand on fait l'exercice de Big Picture, les gens ont de la misère ils vont mettre une destination, OK, mais encore là, soit que, c'est pas rare que la destination est trop floue, ou je vais dire que les gens, des fois, ont peur d'avoir de l'ambition. Ouais. Fait que c'est très short-sighted. C'est très, je vais mettre une destination au safe. Alors que je pense que ça devrait, comme, en tout cas, moi, c'est opinion personnelle, ça devrait être beaucoup plus intéressant de dire, dans une utopie, s'il n'y avait pas de restrictions, quelle serait ma destination? Quelle est la différence aussi entre la vision et les objectifs? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que toi, c'est sûr que là, tu fais moins d'accompagnement, mais tu sais, je veux dire, tu croises et tu interagis avec énormément d'entrepreneurs sur une base régulière. Tu sais, c'est quelque chose que tu remarques beaucoup? Ou est-ce que c'est un problème récurrent que tu as eu à gérer de ton côté? Ouais, mais j'ai l'impression que souvent pour les entrepreneurs, au niveau il y a un décalage qui se fait entre, tu sais, au fil du temps, entre la vision qu'ils avaient pour eux autres, pour leur business, et puis je te dirais, ils se perdent un petit peu, ils driftent dans l'exécution. Donc, ils arrivent, ils ont cette vision-là, puis finalement, tu sais, ils driftent un petit peu plus, ils s'écartent un petit peu plus de cette vision-là, puis ils la perdent d'une certaine façon. Et ils arrivent à un moment donné où ils sont comme, shit, je suis perdu, j'ai perdu ma grande vision. Et là, ils vont essayer de se rapprocher à une vision, exactement comme tu as dit, à une vision qu'ils connaissent ou une vision qu'ils peuvent envisager. Genre, tu sais, je suis perdu dans le bois,
je vais juste me trouver une solution pour me sortir du bois right now. Donc, la vision devient un petit peu trop short-sighted, puis c'est là qu'ils perdent peut-être l'étincelle, qu'ils perdent la grande vision peut-être ils savent pas nécessairement à quoi ça va ressembler et puis ils oublient de rêver d'une certaine façon, tu sais. Fait que oui, je le vois assez avec des entrepreneurs qui sont, tu sais, dedans depuis 1 an, 2 ans là, que la réalité de l'entrepreneuriat fait ça. C'est là que je le vois, ouais, pas mal. Là. Parce que le shift, tu sais, la première destination établie avant que tu lances ta business, d'habitude, les gens n'ont pas de problème. Parce que justement, ils connaissent rien, ils n'ont pas essayé. Fait qu'ils sont dans l'utopie pure, autant dans la création de la business que dans l'identification de la destination. Comme tu l'as dit, je trouve ça le fun que tu le mettes de l'avant. Le vrai clash arrive à ceux que ça fait 12, 18, 24 mois parce que là, ils se sont rendus compte, OK, ce que je voulais faire au jour 1, ça tient pas la route parce qu'il n'y a pas de market fit. Mais ils l'ont tenu, ils se sont ajustés pendant 2 ans. Là, ils ont trouvé le market fit, puis c'est à ce moment-là qu'ils disent, OK, dans cette nouvelle mouture-là qui est validée de voici ce que le marché veut acheter, quelles sont les vraies opportunités avec ce projet-là qui n'était pas celui que j'avais initialement prévu. Hein. Ouais. Fait que ce shift opérationnel-là sont capables de le faire, mais dans une perspective plus long terme, ils ont de la misère à eux s'ajuster, puis en même temps, à partir de là, comme je le disais tantôt, la vision, les objectifs, c'est différent. Attacher les bons objectifs pour faire vivre cette vision-là. Ben, je pense, puis aussi, un truc à faire, c'est de refaire cet exercice-là régulièrement. Moi, je recommande tout le temps de le faire chaque année, au moins 1 fois par année, pas au moins 1 fois par année, tu refais ta grande vision, t'sais. Puis sans regarder celle de l'année d'avant, tu en refais une autre, puis ensuite, une fois que tu l'as faite, tu peux recomparer. J'ai un exercice qu'on fait à EFIC, ben toi tu l'as fait puis tu l'as enseigné aussi là, dans le fond c'est un fill in the blanks où tu te projettes dans le futur, comme plus ou moins pas vraiment rapproché, je dirais à moyen ou long terme, et tu décris dans le fond tu décris vraiment une journée typique, puis une situation typique dans laquelle tu serais dans ce temps-là. Tu sais. Donc, c'est vrai que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont se raccrocher souvent aux choses qu'ils connaissent et non pas aux choses qu'ils ne connaissent pas. Tu sais. Donc, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a le côté raviver ces choses-là, tu sais, raviver ce qui est vraiment important pour toi, mais il y a aussi le côté réaligner tout le temps et ensuite voir qu'est-ce qui est possible de faire dans sa business pour se réaligner vers cette vision-là. Tu sais. Parce que comme tu as dit, c'est différent des objectifs. Tu peux avoir une vision à long terme, mais c'est pas nécessairement la vision va être tributaire des objectifs que tu te fixes right now, mais les objectifs, c'est là que tu vas faire dans le concret. C'est là que tu vas faire dans ce que tu sais, ou que tu peux voir réalistiquement arriver à court terme. Là, tu sais. Donc, il y a une différence entre la vision, puis je te dirais les buts, les goals. Puis il y a une différence aussi entre la vision personnelle. Tu sais, comme l'exercice que tu parles, c'est très pertinent et aligné pour faire plus ta route de vie, quasiment à titre d'entrepreneur. Mais puis ça, c'est parce que tu sais, ça nous appartient, c'est très basé, comme tu l'as dit, sur des choses qu'on connaît, sur nos valeurs, sur qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Par contre, de faire l'exercice au niveau en dessous, donc ta business est un véhicule pour t'amener à cette destination personnelle-là, mais de refaire l'exercice, quelle est la vision pour cette business-là, maintenant pour l'exécution, ça, c'est plus difficile. Fait que, parce que, mettons, je reprends Marie-Ève comme exemple. Marie, elle sait très bien où est-ce qu'elle s'en va dans la vie. Elle sait où est-ce qu'elle se voit à 40 ans, 50 ans, le genre de style de vie qu'elle veut. Sa business, par contre, présentement, ça l'a fait triper, puis elle sait que ça nourrit cette vision-là, mais pour amener sa business, pour reprendre le terme marketing, au prochain niveau, qui veut rien dire, quels sont les niveaux, ça, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable d'anticiper quelle est la croissance, quelle est la suite logique de ma business. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même difficile à amener une personne à briser le mur si elle a de la misère, parce que très souvent, puis on en a déjà parlé, c'est que ça va arriver avec des personnes qui ont plus un profil d'intégrateur que de visionnaire. Ben, c'est actually comme ça vient de me fesser right now, là, mais l'exemple que je donne dans le Done by Noon book, puis c'est le comique que tu parles de Marie, c'est que j'utilise actually l'exemple de 2 physios dans le Done by Noon book pour illustrer justement comme
souvent, quand on drift ou par rapport à nos ambitions ou par rapport à notre mindset, parce que je dis toujours, il y a deux types de mindset. Il y a le founder mindset puis le owner-operator mindset. Et j'utilise l'exemple actually de deux physios pour faire ça, parce qu'un physio est très, comment je pourrais dire ça, le craft, l'expertise d'un physio est souvent basée sur sa personne. T'sais. Marie, par exemple, c'est pour ça qu'elle a peut-être de la difficulté à se détacher de son expertise, parce qu'elle est super bonne dans ce qu'elle fait, puis probablement qu'elle adore ce qu'elle fait. T'sais. Exact. Elle veut faire plus de ça, mais malheureusement, elle arrive capée. Non, elle peut plus avoir de croissance nécessairement parce qu'elle arrive capée dans sa disponibilité de temps, dans ses ressources. Exactement, tu sais. Mais après, ce qu'il faut se poser la question, c'est quel type de mindset, où est-ce que je vois ma business? Et puis, il n'y a rien de mal là-dedans, comme d'avoir un owner-operator mindset où tu restes le fait de, je veux garder je vais être très hands-on, je veux garder la pratique de ce que je fais, si tu veux, vivant tout le temps. Pour moi, c'est correct, là, comme faut owner. Après, quand t'es founder, c'est, OK, ben, comment est-ce que je fais pour bâtir des process, bâtir des procédés, si tu veux, qui sont duplicables, que d'autres personnes peuvent runner dans ma business pour moi, que je puisse commencer à, lancer des produits, lancer d'autres choses, là. Fait que c'est une question, je te dirais, c'est plus une interrogation qui devrait se passer par rapport à quel type de mindset que j'ai. Et puis, je pense qu'une fois qu'elle a répondu à cette question-là pour elle-même, là, elle va pouvoir vraiment, je pense, se réaligner sur une plus grande vision parce qu'elle va comprendre que, OK, moi, je suis ce type de personne-là, puis je le own, tu sais. Je suis ce type de personne-là. Puis voici à quoi ma business va ressembler parce que, tu sais, c'est ça que je veux réellement, tu sais. Fait qu'une fois, puis tu le sais, honnêtement, là, tu le sais pas tant que t'es pas en activité. T'sais, tu peux te dire, moi, j'ai de grandes visions. Non, tu le sais pas tant que tu n'as pas actually fait ta business. T'sais. Mais, puis, oui, mais en tout cas, là, je suis comme on the fence un peu avec ce point-là parce que en disant je suis ce type de personne-là, moi, j'ai très peur des étiquettes. Je vais le dire comme ça. Je trouve que ça peut être, si une personne l'utilise bien, oui, en effet, ça peut l'aider à réaffirmer puis mieux comprendre ce qui se passe, mais il ne faut pas que ça devienne l'excuse pour autant. Mettons, encore une fois, j'essaie d'appliquer ce que tu viens de dire sur Marie-Ève. Je pense que une personne comme Marie-Ève, de se dire ça, va peut-être amener des pensées limitatives. Puis je veux dire, je suis à l'aise d'en parler publiquement parce que j'ai dit dans sa face, là, Marie-Ève, je trouve qu'elle a peur d'avoir... Elle pense petit. Je veux pas que ça sonne péjoratif. Mais tu sais, il y a beaucoup de pensées limitatives de comme, ben justement, comme tu reprends l'exemple de physio, c'est moi qui ai l'expertise, j'aime ça l'appliquer, donc je dois monter une structure où je vais être capable de plus en faire puis de déléguer. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux quand même être une espèce de mitoyen, c'est-à-dire pour faire plus que tu veux faire, mais en effet, il faut que tu maximises ta disponibilité parce que tu es dans l'opération. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas scaler puis faire d'un projet, admettons, mais ta recette à toi, ce que tu exécutes, apprends-le à quelqu'un, puis cette personne-là, sa responsabilité sera ensuite de évangéliser ta recette. Fait que tu le fais juste une fois, parce que mettons, justement, founder, justement, va dire, bon, mais gars, je monte des process pour que les autres le fassent. Tu peux quand même être dans une position que tu montes un process pour que une personne puisse prendre le relais, mais toi, après ça, une fois qu'il est monté, tu reviens à l'exécuter, ce process-là. Tu as juste permis, tu as donné la clé à une personne de prendre le relais. Puis comme ça, ben, ta business, elle peut maintenant scaler parce qu'elle ne dépend plus de toi. Tu as décidé le hit stratégique de dire pendant les 3 prochains mois, je vais arrêter un peu de faire de l'opérationnel, de l'exécution pour en faire un process, pour ensuite revenir dans l'exécution. C'est pas parce que tu fais un process que là, tu es obligé de juste faire des process dans le futur. Tu peux revenir à ta zone de sécurité. Fait que, tu sais, ça, comme je te dis, en se mettant une étiquette de, ben, moi, je suis un intégrateur, moi, je suis un owner-operator, je trouve que ça, faut faire attention avec ça pour que ce soit un anchor qui t'aide à comprendre tes actions, mais il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne pas essayer d'en dévier. Je ne sais pas si je suis clair, là. Oui, mais ce que tu veux dire, dans le fond, c'est de ne pas se mettre le label avant d'avoir fait l'introspection comme clair de comme, OK, je comprends qui je suis. Tu sais, on revient sur le self-awareness, mais si tu te dis, OK, mettons que tu dis, OK, j'ai le choix entre avoir un founder mind ou de t'identifier en tant que founder mindset ou owner operator mindset, mais que tu n'as pas fait nécessairement l'introspection nécessaire pour te dire comme, tu n'as pas à choisir right now. Je veux dire, pas à choisir, mais je dis pas que... T'as pas à choisir, point.
C'est de savoir qui tu es réellement. C'est comme, voici mes patterns par rapport à l'entrepreneuriat. Voici ce qui me fait vraiment comme vibrer par rapport à la business. Puis c'est correct, là. Je pense qu'il faut retirer la pression de se mettre le label. C'est pas nécessairement un label, mais c'est d'être conscient de ces patterns. Puis qu'est-ce qui me rend vraiment heureux right now? Puis écoute, avec l'évolution, ça peut dire quelqu'un qui est vraiment très épanoui dans le owner-operator mindset ou dans le fait d'exécuter, que, 10 ans plus tard, on se rend compte que, hey, non, finalement, là, je décide de voir plus, ou je vois plus grand, puis comme là, je dois adopter plus un founder mindset. Puis, il y a des personnes qui ont un petit peu des deux. Mais ça, j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas que, je suis très à l'aise avec la notion de tu vas all-in sur tes forces. Par contre, je pense que être un owner-operator versus finder, je pense pas que ça, dans ma tête, ça ne se classe pas dans une force. C'est dans un profil. Mais je pense que c'est bon de temps en temps de se permettre de dévier, de dire, bon, mais oui, je suis, encore une fois, je reprends Maude de chez Nitro. On le sait que c'est owner-operator. Elle aime ce qu'elle fait, elle veut l'exécuter. Elle ne veut pas nécessairement grossir énormément avec du staff. Mais je pense que de temps en temps, ça vaut la peine de peut-être une fois par année, une fois 3 ans, d'aller tester, OK, mettons que j'essaie de faire un genre de projet qui lean plus sur le côté founder. Maintenant, est-ce que je suis plus réceptif? Parce que si tu dis, je me suis casé dans mon label, je maximise ça, oui, en effet, tu vas être excellent, ça va être très bon ce que tu vas faire, tu vas avoir du plaisir, mais peut-être que tu passes à côté des opportunités parce que tu as pris la décision il y a 5 ans que toi, c'était ça que tu fais, puis on l'a déjà dit, on évolue dans le temps, puis souvent, on n'évolue pas de la façon qu'on le pense. Donc, j'en suis un exemple. Je veux dire, je suis un ancien artiste hyper créatif. À cette heure, je suis rendu beige, pragmatique, pas d'émotion. Permettez-vous de faire des tests, permettez-vous de vous mettre dans une position peut-être d'échec, mais un échec contrôlé. Donc, qui va vous aider à voir justement, ou peut-être découvrir des nouveaux angles de croissance de votre business, là. Mais c'est tacky, mais c'est sortir de sa zone de confort, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis comme, sortez de votre zone de confort régulièrement pour tester ces choses-là. Et ensuite, tu refais ta grande vision, tu sais, chaque année, moi, je le refais chaque année, l'exercice, comme avant Noël, là, où moi puis Karine, on fait nos objectifs pour l'année, puis on refait l'exercice, puis on a tout un rituel qui vient avec ça. Mais, on se repère, on recalibre à chaque fois, si tu veux. Et puis, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme on a déjà parlé dans le podcast, je pense qu'on a déjà parlé de visionnaire intégrateur, tu sais, du combo, du duo. Si vous n'avez pas lu le livre Rocket Fuel, je vous le recommande. Moi, ça a été un eye-opener vraiment aussi au niveau business par rapport au rôle qu'on veut faire dans la business. Puis souvent, moi, par exemple, à Bioptimizers, il y avait un côté visionnaire, mais Matt était était très visionnaire. Donc moi, j'avais beaucoup j'étais dans le siège de l'intégrateur beaucoup. Ça veut pas dire que je suis à 100% intégrateur. Et puis avec l'âge aussi, je deviens de moins en moins intégrateur et mon côté visionnaire passe comme Il devient prédominant. Ouais, c'est ça, parce que j'ai toujours eu un mix. C'est exactement comme tu as dit tout à l'heure. J'ai toujours eu un mix des deux. T'sais. Et ensuite, c'est celui que je voulais, qu'il fallait à ce moment-là qui devienne le côté dominant. T'sais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'à un moment donné, je me suis un peu trop, je te dirais, identifié en tant qu'intégrateur. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, je suis un intégrateur si j'ai une bonne équipe derrière moi. OK? En tant qu'intégrateur solo, je suis très, je te dirais, comme médiocre. Là. Je suis pas nécessairement non, mais no joke, là, comme, tu sais, je suis pas nécessairement le meilleur intégrateur. Ceci dit, quand j'ai une team derrière moi, shit gets done parce que comment je pourrais dire ça? J'ai une bonne capacité d'expression de la vision d'une certaine façon. Donc, il y a ce côté-là que je balance, si tu veux, toujours. Puis ça dépend on parlait de saison tout à l'heure, mais ça va dépendre de la saison dans laquelle je suis au niveau de ma business. Si je suis au niveau early stages, c'est certain que je vais faire pas mal plus. Il y a du travail de vision, ensuite suivi de travail d'intégration assez intense pour peut-être une année. Et ensuite, je redeviens un peu plus visionnaire où je vais porter le drapeau de l'entreprise parce que les process ont été créés, les produits ont été créés, des choses comme ça, tu sais. Fait que je vois ce que tu veux dire par rapport à ça, puis on n'a pas besoin tant qu'on comprend ces patterns ou qu'on comprend peut-être ces saisons, c'est là qu'on peut vraiment peut-être maximiser le pouvoir de la vision, tu sais. Oui, puis
C'est tout. Faut mettre en relation. Il y a une espèce de dissonance qui est une position difficile parce que, mettons, encore une fois, je comprends Marie. Marie est très. Je veux dire, elle a un bon mix des deux, mais mettons, quelqu'un qui est founder, mais qui est intégrateur. C'est difficile comme situation, comme position dans ton entreprise parce que tu as intrinsèquement la volonté d'avoir les mains sur le volant pour la croissance de ta business, mais tu es tout le temps limité par ta capacité d'avoir une vision long terme. Donc, ça devient difficile de permettre à une personne d'entrer dans ton univers pour prendre le relais sur le rôle de visionnaire parce que, profondément dans toi, c'est toi le founder. Donc, il y a une espèce de soit deuil ou d'acceptation qui n'est pas nécessairement évidente pour tout le monde de dire c'est ma business, mais je dois laisser rentrer une personne pour me dire où est-ce qu'on s'en va avec. Je sais pas si tu vois l'écart. Fait que, c'est comme une espèce de contradiction, mais qui est logique en même temps. Parce que c'est un exercice que je comprends qui n'est pas difficile à faire, de passer les rênes de son bébé. Là. Je pense à Virginie dans le passé, c'était ça. Marie-Ève encore, c'est ça. Je regarde sa business, je suis comme Marie, pourtant, moi, je regarde ta business, là, puis je suis capable de te dire, voici tous les projets qui sont à faire dans 5 ans, voici le potentiel réel, voici comment est-ce qu'on va l'amener provincial, puis tout. Puis Marie est comme, je comprends pas comment tu fais pour voir ça. Mais en même temps, quand j'arrive dans l'exécution, ben, vu qu'elle a ce côté quand même, oui, owner-operator, mais qu'elle a un bon volet founder, elle n'est pas capable de dire, OK, on ouvre la switch, admettons. Parce qu'elle va se laisser dans... Puis un volet un petit peu aussi, je dirais, ignorance volontaire, de dire, il y a tout ça qui est à faire, je suis seul, mais tout est trop gros. C'est pas vrai que tout est trop gros. C'est juste l'aspect, mettons, structure de sa business, structure d'une business, le volet technologique. Elle pensait de commencer à déléguer des affaires. Puis comme, présentement, là, cette discussion-là, on n'a pas besoin de l'avoir. Tu n'as rien à déléguer. Tu es dans le jus parce que tu es inefficace, parce que tu n'as pas une bonne structure technologique. Il y a des applications qui vont t'aider à couper 40%, 50% de ce que tu fais parce que tu le fais dans le vide. Tu sais, gérer une business avec des fichiers Excel puis des factures à mitaine, ça n'a pas rapport, là. Fait que, tu sais, maintenant, puis elle le sait elle-même, elle se fait sûrement accroire que c'est plus compliqué, puis que... Mais va chercher l'information, va t'équiper d'une personne qui a cette aisance-là pour systémiser, optimiser ta patente, puis ta vision devient plus facile à mettre de l'avant parce que tu as moins de freins. Tu vas te rendre compte que tu es moins dans le jus que tu penses, donc tu as plus de temps pour créer, plus de temps pour réfléchir. Donc, il y a une espèce de grosse cascade qui découle de ça, là. Mais tout part du fait d'être capable de, comme tu l'as dit, self-awareness, se connaître, reconnaître ses forces, ses faiblesses et de le let go, le laisser aller. C'est même pas tant de la délégation. Je pense que c'est juste comme bien définir à partir de là mon rôle spécifique dans ma business. Il doit commencer, il doit arrêter où. C'est facile d'établir ça pour les autres que tu laisses rentrer dans ta business, mais des fois, de se l'imposer pour soi-même, c'est plus difficile. Ouais, mais comme, tu sais, il faut... Puis on a eu cette discussion-là, hier soir, toi puis moi, sur Voice Message, par rapport à comme la façon dont, toi, tu vas voir le futur de ta business, là. Tu sais, par exemple, quand tu es rentré à Didact, tu avais comme une telle vision, un tel skill set, puis les choses ont évolué avec toi, puis là, tu te vois, OK, comme voici mon rôle maintenant que je veux assumer, tu sais. Ça, probablement que 3, 4, 5 ans passés, tu n'avais peut-être pas la même vision que tu l'as eu parce que tu ne l'avais pas faite. Donc, il faut se permettre d'évoluer dans le process. You don't know what you don't know. Là. Puis honnêtement, comme la vision va changer, les contextes vont changer. Le but, c'est de pas être short-sighted par rapport à tout ça. C'est de comprendre la réalité, comprendre que, OK, self-aware, mais aussi comprendre la réalité comme la réalité présente, mais tout en gardant en tête que je veux me rendre là, tu sais, ou voici mes ambitions, tu sais, que mes ambitions, c'est comme own your ambitions d'une certaine façon, tu sais. Parce que souvent, les opérations vont gruger cette ambition-là, puis on va rationaliser de comme... Ben, c'est qu'on limite nos ambitions selon les ressources qu'on a à notre disposition, ce qui est un très gros problème, là. Oui, parce que qu'on a right now à notre disposition. Exact. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas assez d'argent pour engager telle personne, j'ai pas assez de temps, ou peu importe. Définis ton ambition dans un setup où s'il n'y avait aucune limitation et tu identifieras les ressources. Puis souvent, tu vas te rendre compte que les ressources sont beaucoup plus accessibles que tu le penses, puis que tu as plus de ressources même déjà disponibles que tu oses le voir. Hein. Je vais le dire comme ça. C'est ce qui fait qu'une personne qui est desperate devient dangereuse parce qu'elle
own toutes les ressources qu'elle avait à sa disposition, qu'elle n'osait pas utiliser. On est entouré de ressources, on est entouré de leviers. On n'ose pas les utiliser parce qu'on est gêné, on n'est pas à l'aise ou peu importe. Mais le fait de ne pas être à l'aise avec des choses, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas là pour autant. Donc, des fois, quand tu te permets d'avoir une ambition claire, une ambition qui est justement comme qui a un certain niveau de risque, il y a de l'incertitude, mais que tu décides que c'est ça l'ambition, puis coûte que coûte, je vais me rendre, ben tu vas être plus à l'aise à cogner à des portes qui étaient disponibles anyway. Ça fait juste ouvrir plus d'opportunités qui étaient déjà là, que tu refusais de voir, que tu te limitais à ne pas utiliser, parce que c'était plus facile de dire « Ouais, j'ai pas l'argent. Ah, j'ai pas la personne. Ah, j'ai pas la connaissance. J'ai pas la ressource. » Tout ça, c'est des choses qui sont actionnables. Ouais, dans le fond, l'ambition ne devrait pas être une ambition qui est, je dirais, le résultat d'une situation de « Ah, je n'ai pas ça » ou d'excuses. L'ambition doit être comme, je dis tout le temps « Own your ambitions », c'est comme, ça doit être, peu importe ce que vous... Ownez le fait que vous savez pas ce que vous savez pas, mais ne diluez pas votre ambition basée sur votre contexte actuel de comme votre propre bullshit personnel ou vos manques de ressources ou peu importe. Ça, c'est temporaire. Gardez cette vision-là parce que c'est là le problème où on va rabaisser, où on va minimiser notre vision, où on va le scoper un petit peu comme trop tête et puis ça va juste pas, on va juste arrêter, si tu veux, de grossir, arrêter de croître à cause d'un contexte actuel, tu sais. C'est pour ça la différence que tu dis, la différence entre vision et puis objectif est importante à faire parce que tes objectifs, tu peux les faire à court terme, à moyen terme, tu sais, versus une vision, ça te permet d'avoir une direction assez claire, là, tu sais, pas une direction assez claire, mais comment je pourrais dire ça, un point d'ancrage assez loin où tu as une direction à suivre, mais dans le moment présent, tu peux te permettre de naviguer, si tu veux, ou de bifurquer, tout malgré le fait que tu ne perds pas la vision de ce point-là. Si tu veux, pense à une montagne où tu vois la montagne au loin, tu vois un point sur le top de cette montagne-là. Tu la vois, peu importe où tu es, tu vas la voir, ce point-là. Mais ça veut pas dire que c'est ton point de référence, mais ça veut pas dire que quand tu es sur le chemin et puis je te dirais, tu rentres dans la forêt, là, que tu peux pas te permettre d'aller à droite ou à gauche. Tu sais, tant que tu gardes ce point-là visible, c'est fine. Alloue-toi d'explorer aussi. C'est jamais de perdre de vue le point de direction. Tu sais. Accepte que la trail, t'es pas obligé de tout le temps la voir. Genre. Tant que tu saches que tu continues d'avancer vers ton point fixe que tu as défini, que ta vision. C'est la seule chose qui compte. Là. Si les choses make sense, si ça pousse dans la bonne direction, go with it, puis bon, ben, tu t'ajusteras. Mais c'est ça, c'est comme ne vous limitez pas dans cette vision, dans cette ambition-là. Ne définissez pas un objectif en pensant que c'est une vision non plus. Parce que les objectifs, vous allez voir, un coup que tu as du momentum, tu peux éclairer en crise des objectifs d'une année. Là. Fait que, quelque chose qui est... C'est difficile d'établir sa vision au jour 1. Je vous donne un heads up, ça va être encore plus difficile d'établir votre vision dans 3 ans si vous vous rendez compte que vous avez déjà accompli votre vision initiale. Ça, c'est un bon point. Parce qu'une fois que tu as évalué, c'est vrai ce que tu dis, c'est plus difficile. Une fois que tu as fait ta vision initiale, what's next? Là, comment tu fais pour amener une autre vision? T'sais? Une fois que tu es arrivé sur le top de la montagne, là, c'est comme tu arrives sur le top de la montagne et tu te rends compte que, hey, wow, il y a peut-être d'autres sommets à gravir. Le nombre de personnes que je connais, moi, ma vision, c'est d'avoir ci puis d'avoir ça, OK. Puis là, dans 5 ans après, ils l'ont. Now what? Ouais, ça file vide maintenant que tu l'as, hein? Ben, that's it. C'est parce que honnêtement, tu as pensé petit. Puis souvent, ta vision, tu l'as attachée sur des choses qui comptaient pas. Tu sais, la vision devrait être c'est, encore une fois, pour reprendre ton terme, c'est super tacky, mais ça doit être quelque chose qui est plus grand que nature, qui a un impact significatif, soutenable à long terme. Donc, c'est quelque chose qui vous nourrit, pas un objectif genre yes or no. Faut que ce soit, à mon sens, faut que ce soit. J'aime mieux être, encore une fois, trop ambitieux et avoir un objectif qui possiblement ne sera pas atteignable, mais que je sais que si je me rends à 75%, je vais avoir la satisfaction même. Tu sais, je vais avoir accompli
ce qui comptait, puis le reste, une espèce de extra sauce, extra gravy. Ouais. J'ai énormément peur de mon côté je vais dire, tu sais, you made it, là. Ouais. D'atteindre la vision, ça me fait peur. Mais pas ça me fait peur, mais je sais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On le dit tout le temps, c'est le journey, c'est pas la destination. J'y crois très, très, très profondément parce que je pense que justement, la journée que tu as accompli ta grande vision, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui faisaient que tu te levais le matin qui viennent de disparaître. Là. Je vais dire comme ça. Là. Ben, c'est vrai ce que tu dis parce qu'on se fixe souvent des visions, même avec le big picture. Puis moi, personnellement, c'est comme tu dis ça, puis je le réalise des fois que souvent, quand j'ai fait l'exercice, je l'ai fait même si c'était des grosses ambitions, c'était still réaliste. Tu comprends-tu? C'était still comme, ah ouais, c'est atteignable dans 20 ans. Non, what about que on upgrade ça? What about qu'on fait quelque chose qui est comme complètement comme, tu sais, pas over the top, mais complètement comme méga ambitieux. Et puis le fait de le faire, comme tu as dit, si je me rends à 80%, tabarnouche, comme, tu sais, on est bon, là. Fait que, je parle souvent de Gary Vee, mais une chose que Gary Vee dit depuis, comme, ça fait 15 ans, je pense que je suis Gary Vee, puis il a toujours dit la même chose. Mon but dans la vie, c'est de buy the New York Jets. Mm-hmm. Puis il sait que fort probablement, ça n'arrivera pas. Mais encore ça, tu sais, moi, ça, quand il dit ça, je suis comme, c'est quand même petit comme rêve. Elon Musk, admettons, tabarnak, son rêve, admettons, j'envoie quelqu'un sur Mars. He's about to do it. Imagine comment quelque chose qui a l'air inatteignable. Ouais. Tu sais pas comment que la société va évoluer. Les choses peuvent ramper up vite. Là, donc, ayez pas peur d'en mettre de la viande autour de l'os. Là. Ouais, mais je pense qu'il faut un attachement émotionnel par rapport à ces gros rêves-là. C'est comme, moi, je dirais, comme je veux acheter les Canadiens de Montréal. Genre. J'aurais un attachement émotionnel aux Canadiens de Montréal. La même chose pour Gary Vee, c'est que lui, c'est les New York Jets. Je pense que Elon Musk a toujours été un gars fort probablement qui a été très comme, espace, comme, il a toujours eu cette passion-là ou cette vision ou cet intérêt-là d'une certaine façon. Puis pour lui, c'est comme, wow, comme, je veux mettre un homme sur Mars. Il y a tout ce côté-là où je pense qu'il faut attacher émotionnellement un but. C'est ça qui est peut-être un peu plus grand que nature. Là. Puis c'est vrai, là, comme tu dis ça, puis depuis 20 minutes, là, 10 minutes, j'y pense. Là, puis c'est vrai, on fixe souvent même des grosses ambitions, des grandes visions qui sont pas si grandes que ça, finalement. Attendez pas, au minimum, attendez pas de l'avoir atteint pour être capable de définir la prochaine. Je suis clair ce que je veux dire? Je pense que c'est des wise words. C'est un quotable. Faut pas qu'il y ait de période morte. Faut pas qu'il y ait de vide. Ouais. Gardez un momentum. Puis n'ayez pas le réflexe de, mettons, je reprends l'idée de Musk, là. J'envoie quelqu'un sur la Lune. Ah, ben, après ça va être Mars. Ah, après ça va être Jupiter. Non, c'est du cheap. Là. C'est juste, OK, je visse la vis un peu plus. Non, c'est comme, qu'est-ce qui peut avoir quelque chose de soutenable à long terme? Parce que, tu sais, c'est des objectifs trop, dans ma tête, découpés au couteau, encore une fois, puis c'est juste, on fait la prolongation d'un premier. Peut-être que c'est ça qui vous nourrit. Moi, j'ai l'impression que ça fait juste nourrir le même pattern de t'avais set un objectif que tu pensais gros, tu t'es rendu, là, tu fais juste le mettre un petit peu plus gros, mais tu nourris le problème, mais tu vas finir par te rendre des niveaux, il faut pas le vent. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça que puis ça peut être intimidant aussi pour certaines personnes qui commencent en affaires puis qui n'ont pas nécessairement comment je pourrais dire ça? Pas le momentum, mais il y a toute cette balance-là à créer de rêve ou de grande vision versus real-time intégration, tu sais, comme le moment où on est là. Souvent, c'est difficile peut-être à s'imaginer comme, tu sais, il faut s'imaginer comment est-ce qu'on va filer quand on va arriver à ce moment-là. Mais souvent, comme il faut accepter le fait que on ne comprend pas peut-être le feeling qu'on va avoir nécessairement parce qu'on va le rallier à notre situation actuelle. Fait que des fois, c'est un petit peu difficile de le faire comme exercice, mais faites-les. Puis honnêtement, comme ça va changer, ça va évoluer fort probablement, mais comme tu as dit, la meilleure façon peut-être de le faire, c'est de voir qu'est-ce qui est le ultimate, qu'est-ce qui est le big one que vous pouvez faire. Oui, puis au fur et à mesure que vous empoignez, ben c'est ça, mettez-les de moins... Tu
sais, mettons, parce que je sais que là, on en parle, mais on vise les gens qui ont de la misère à l'imaginer depuis le début. Fait que, mettons, présentement, j'ai l'impression que si Frank écoute ce qu'on a dit, il sera pas plus capable, mettons, de bien me clarifier son why. Fait que, mettons, pour donner un exemple concret de ce que je dis dans permettez-vous d'être de moins en moins précis. Mon premier objectif, moi, quand je me suis lancé en affaires, c'est très simple. C'était je vais être capable de vivre par moi-même, dépendre de personne. Mm-hmm. C'était ça ma destination parce que l'entrepreneuriat, c'était tellement je veux dire, je ne suis pas un fils d'entrepreneur, sweet fuck all. Là. Fait que moi, c'était de l'inconnu, c'était de l'intangible, c'était du gros risque. Pourtant, genre, ça s'est fait relativement très vite. Là. Après ça, bon, mais ça a migré vers, OK, bon, mais je veux aider le plus grand nombre de PME. En fait, faux. Pendant un bout, c'était, je veux être capable d'aider 1000 entrepreneurs. J'avais fait l'erreur de mettre un chiffre quantifiable là-dessus. Dans ma tête, 1000, hey, Chris, 1000, c'est du monde. Pas vrai, 1000, dans le créneau qu'on fait, ça va très vite. Là. Plus que je vieillis, plus que c'est, moi, je vais être capable de... Maintenant, mon angle, c'est le plus grand nombre de... Puis, ben, présentement, c'est encore, je vais être capable de convertir le plus grand nombre d'employés en personnes qui vont être capables de soutenir leur vie de façon autonome. T'sais, moi, il n'y a rien de plus gratifiant que, mettons, ce que j'ai fait avec Étienne, de dire une personne qui était excellente, qui n'a pas voulu à l'école, qui a misé sur elle, puis maintenant, cette personne-là, grâce à ce que j'ai fait avec elle, puis ce qu'on a mis en place, elle vit de ce qu'elle voulait faire. Moi, il n'y a rien dans la vie qui me nourrit plus que ça. C'est une des très maigres raisons du pourquoi je continue à faire justement du mentorat, parce que justement, ça m'amène vers ce fulfillment-là, d'être capable de dire, mais j'aille, tu sais, moi, mettons, comme Alain Aubu, là, c'est une personne que je respecte énormément parce que cette personne-là est capable de dire j'ai eu un impact significatif sur une personne qui ont engagé des gens, tu sais, l'effet domino exponentiel. Moi, ça me fait capoter. Hein. Le cas de dire qu'une personne est capable d'influencer directement la vie de centaines, voire des milliers de personnes pour les amener dans une meilleure position. Tu sais, ça, c'est un objectif qui, moi, ça, c'est ma grande vision. Tout ce que je fais va être aligné avec ça. Le reste, c'est des véhicules. Ma vision est non quantifiable. Fait que c'est ça que je te dis, jamais que je vais être capable d'atteindre le bout de cette petite vision-là. Là. Mais en même temps, je suis capable de la faire vivre par bien d'autres projets. Fait que tu sais, c'est ce genre de réflexion-là que vous devez avoir. Là. I love it. J'adore cet épisode-là. J'adore le fait que tu sais, comme de sortir un petit peu le moule de la vision. Puis c'est vrai qu'on peut être très systématique, très comme... C'est facile d'en parler, mais pour des personnes, on oublie que ça peut être, pour nous, je veux dire, on baigne là-dedans, puis pour des personnes qui ont un profil visionnaire, ça peut être facile, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que c'est difficile et c'est tellement un des cornerstones du processus entrepreneurial là, que c'est ça que je voulais qu'on gratte un peu plus profondément sur le sujet. Non, mais j'adore le process. La question de la semaine qu'on pourrait donner à nos auditeurs, est-ce que c'est peut-être le temps de rétablir votre grande vision? Est-ce que vous pensez que votre grande vision est peut-être trop petite? Est-ce que ça vous a fait réaliser aujourd'hui que la vision que vous avez n'était peut-être pas nécessairement une vision, mais bien un objectif? Et c'est le temps de reconsidérer vraiment la grandeur de vos ambitions, tu sais. Gênez-vous pas de me l'envoyer. Moi, être capable de vous le set straight si c'est. Moi, te le dire, tu penses petit, t'as pas d'ambition. Mais non, je serais pas méchant, mais je serais capable de facilement vous dire si c'est quelque chose que je pense qui va être capable de vous nourrir longtemps ou peut-être que justement vous êtes dû pour une petite introspection plus sérieuse. Ou sinon, vous devez être très clair sur votre grande vision. Envoyez-nous un email. Voici moi ce que je veux me rendre. Voici. I want to buy the New York Jets. Ne me dites pas que vous voulez acheter les Canadiens de Montréal parce que c'est moi qui vais acheter les Canadiens de Montréal. Fait qu'il y aura une bidding war and you're going to lose. So, trouvez une autre équipe. Peut-être acheter les Maple Leafs à rabais. Pour vrai, le simple fait de l'afficher publiquement a une très grosse... Honnêtement, ça a un très gros impact. Ouais. Parce que ça te rend accountable. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Si tout le monde... Si ça fait... Je veux dire, honnêtement... Gary Vee peut plus changer de speech, là. Il peut plus changer, tu sais, comme gotta wake up, man. Parce que moi, ça fait 10 ans que je dis ça, là. Puis il y a des gens qui vont me tenir accountable, là, comme moi, tu les as pas encore achetés. T'arrêtes de niaiser quand, là. Ayez pas peur de communiquer votre vision. C'est ça, c'est un autre des problèmes. Les gens gardent leur vision pour eux parce que soit sont gênés, soit non. Soyez le plus verbal possible.
Ça va faire que vous allez vous mettre une pression, ça va vous garder dans l'action, ça va faire que les gens autour de vous vont être capables de plus facilement vous aider parce qu'ils vont développer peut-être une appartenance à ça. Vous créez un momentum. Tu sais, vous n'êtes pas tout seul. Même si c'est votre vision, votre projet, votre entreprise, là, l'atteinte de cette vision-là ne se fait pas seul. Laissez les gens embarquer dans votre univers. Honnêtement, faites-en un party. Tu veux que le monde embarque dans ton trip, que le monde vienne à ton party. Mais voici un bon appel à l'action. Mettez-les sur les médias sociaux, votre grande vision, votre grande réalité, ce que vous voulez faire. Puis là, vous allez voir, taguez-nous dedans. Taguez Matt puis moi dedans si on est amis sur Facebook. Sinon, ajoutez-nous sur LinkedIn ou peu importe. Puis taguez-nous là-dedans. Et puis, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il y aura certaines personnes, tu sais, les crabs, là, crabs in the bucket, hein, les personnes qui ne vont pas croire dans vos objectifs ou qui vont rire de vont grandes visions. Souvent, ils vont se pointer. T'sais. Et les personnes qui vont vouloir vous protéger. Vous ramenez à leur niveau, tu sais. C'est ça vous allez le voir d'une certaine façon. Puis ça, c'est un bon gauge de comme cette personne-là, oui, je comprends que peut-être elle veut me protéger ou peu importe, mais ce n'est pas mon allié ou la personne que je veux à mes côtés pour bâtir ce que je veux bâtir. T'sais. Donc, il y aura peut-être une réalisation des personnes comme je te dis pas d'écarter ces personnes-là, mais le rôle de personnes dans votre entourage dans la réalisation ou dans la concrétisation de vos ambitions. T'sais. Ça peut être un bon eye-opener aussi. Absolument. All right, mon chum, je pense qu'on a fait... je dirais pas qu'on a fait le tour parce que je pense que c'est un grand tour qu'on pourrait faire avec ce topic-là. Fait que définitivement, je pense qu'on a ouvert une grosse canne. Can of worms. Ouais, puis il y a pas mal de worms à dealer avec. Fait que je pense qu'on aura beaucoup de jus. J'ai aimé ça aujourd'hui, cet épisode-là. C'était... It was good, my friend. C'est toi qui l'as donné ce matin, puis I like it. La philosophie. Right. C'est beige, mais j'aime ça. Ouais. Bonne journée tout le monde. Bonne journée, Matt. Attention à ton café. Prends soin de ta digestion. Puis on se parlera la semaine prochaine. All right. Salut. Ciao, man. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.